Pendant des mois, l'Ukraine a demandé à ses partenaires l'autorisation d'utiliser des missiles à longue portée fournis par l'Occident pour attaquer le territoire russe. Le 17 novembre 2024, le feu vert est enfin arrivé. L'Ukraine n'a pas perdu de temps. Dans les jours qui ont suivi, un déluge de missiles s'est dirigé vers les frontières de la Russie, mais aucun d'entre eux n'a été aussi efficace pour frapper l'agresseur que les missiles Storm Shadow fournis par le Royaume-Uni. Ces missiles ont été tirés le 20 novembre et ont complètement détruit l'adversaire, y compris des dirigeants importants, et la Russie est à court de missiles. Le message de l'Ukraine était très clair, personne n'est en sécurité. Nulle part, personne, pas au centre de la Russie, pas dans l'Ukraine occupée. Restez à l'écoute car cette vidéo montre chaque aspect de cette attaque meurtrière. Pour comprendre pourquoi l'attaque aux missiles Storm Shadow est si importante, commençons par le contexte. En mai 2023, l'Ukraine a reçu sa première livraison de missiles Storm Shadow de Grande-Bretagne, mais cette première livraison de missiles avait un inconvénient, ils ne pouvaient pas être utilisés pour attaquer le territoire russe. Leur seul objectif était de protéger le territoire ukrainien des soldats russes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a bien entendu rejeté cette demande. Il a affirmé que l'Ukraine ne pourrait être victorieuse que si elle attaquait des cibles militaires sur le territoire russe qui prévoyait des attaques contre son pays. Mais le Royaume-Uni n'était pas la seule nation à imposer ces restrictions. Les États-Unis et tous les alliés occidentaux de l'Ukraine ont également suivi cet exemple. Après le début de la très attendue offensive russe de l'été, les restrictions ont été assouplies pour la première fois en mai 2024. Seules les installations militaires ont été utilisées pour lancer des attaques contre l'Ukraine et celle-ci a désormais été autorisée à frapper des cibles à l'intérieur de la Russie. Bien que cela ait été encourageant pour l'Ukraine, ce n'était pas suffisant. Zelensky a déclaré que nous devions lever toutes les restrictions si nous espérions gagner, réussir, protéger et défendre notre nation. En novembre 2024, ces appels ont finalement été entendus. Les États-Unis, qui ont accordé à l'Ukraine une aide militaire de plus de 60 milliards de dollars, ont autorisé l'Ukraine à tirer des missiles à longue portée fournis par les États-Unis sur des cibles en Russie. Les gouvernements français et britanniques ont rapidement suivi cet exemple, tout comme d'autres alliés occidentaux importants. La question de savoir pourquoi maintenant est soulevée par cette action. Les appels de Zelensky ont-ils réellement porté leurs fruits ou un facteur plus calculé était-il à l'œuvre? La réponse suggère la deuxième possibilité. En effet, deux événements importants ont précédé l'autorisation des États-Unis. Le premier était la présence présumée de forces nord-coréennes dans la région russe de Koursk. Comme il s'agissait du premier déploiement formel de troupes étrangères pour soutenir l'effort de guerre russe en perte de vitesse, cela a signifié une escalade considérable dans la guerre russo-ukrainienne. Selon les rapports, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a donné l'ordre d'envoyer 11 000 soldats à Koursk via la Sibérie pour soutenir Poutine. Ils sont accompagnés d'artillerie, de lance-roquettes multiples BM-21° et d'un certain nombre de généraux nord-coréens. La présence de ces troupes est d'autant plus inquiétante que les services de renseignement soupçonnent désormais que des soldats d'élite nord-coréens pourraient également être impliqués, même si l'on ne pensait initialement qu'à des unités d'infanterie. La majorité des soldats se préparent encore au combat, ce qui aura une importance décisive plus tard dans le film. La 155 brigade d'infanterie de marine et les 11 et 83 brigades VDV des troupes aéroportées et de l'infanterie de marine russe s'entraînent désormais à leur côté. On s'attend à ce qu'un grand nombre de forces nord-coréennes rejoignent bientôt ces unités sur la ligne de front où elles sont déjà engagées dans des opérations de combat à Koursk. Étant donné que des rapports indiquent qu'un grand nombre de collaborateurs nord-coréens se trouvaient dans l'installation cible à ce moment-là, cela aide à replacer l'attaque de l'Ukraine du 20 novembre dans son contexte. Il ne faut toutefois pas se précipiter, considérons le deuxième incident qui pourrait avoir conduit le président Joe Biden à donner pour l'instant l'autorisation tant attendue. Il s'agit de la réélection du président Donald Trump le 5 novembre 2024. Vous voyez, Trump a dit auparavant qu'il voulait mettre fin au conflit en Ukraine, mais il n'a pas donné de détails. Sa critique des milliards de dollars d'aide fournis par Biden à l'Ukraine a immédiatement suscité l'inquiétude des partisans de l'Ukraine à Kiev. Nombreux sont ceux qui ont soulevé la question de savoir si l'administration Trump allait réduire ou peut-être supprimer l'aide essentielle à la défense de l'Ukraine en raison de ses doutes sur la poursuite de l'aide militaire. La Russie et l'Ukraine ont toutes deux pris des mesures en raison de cette incertitude. Kiev est consciente qu'elle doit ancrer fermement sa position tant qu'elle bénéficie encore du soutien indéfectible de l'Occident. La reconquête de Koursk est urgente car Moscou considère probablement le retour de Trump comme une opportunité de faire pression pour des négociations de paix à partir d'une position plus forte. La décision de
Biden d'autoriser des attaques à longue portée contre la Russie a probablement été influencé par l'incertitude entourant les actions de Trump, ce qui permet à l'Ukraine d'infliger autant de dégâts que possible aux infrastructures et aux forces russes tant qu'elle en est encore capable. Si tout se passe bien, l'Ukraine a le potentiel de modifier considérablement le champ de bataille avant l'investiture de Trump le 20 janvier 2025 et ces tentatives incluront sans aucun doute des missiles Storm Shadow. Avant de parler de leur premier déploiement significatif en Russie, prenons donc un moment pour en savoir plus sur ces missiles. Les missiles de croisière anglo-français à longue portée comme le Storm Shadow sont conçus pour frapper des cibles fixes et de valeur loin derrière les défenses adverses, jusqu'où en bas essayés à 155 miles de distance. À cette profondeur, même au centre de la Russie, l'Ukraine peut frapper des infrastructures russes importantes grâce à sa remarquable portée. Les missiles Storm Shadow tirés par des avions militaires se déplacent à une vitesse proche de Mach 0,95, se collant au paysage pour ne pas être détectés avant de s'écraser sur leur cible et de la frapper avec une force dévastatrice. Un autre aspect remarquable du Storm Shadow est sa capacité à passer inaperçu. Ce missile est invincible même pour les systèmes de défense aérienne les plus avancés, ce qui explique peut-être pourquoi l'Ukraine a pu faire atterrir de nombreux Storm Shadows sur le sol russe. Pour rappel, la Russie a toujours présenté ses systèmes de défense aérienne comme quasiment invincibles. Moscou a dépensé des milliards pour sécuriser son espace aérien, depuis les derniers systèmes S-500 jusqu'à une série de défenses multicouches, et pourtant nous y sommes. Le système de guidage sophistiqué du missile qui combine GPS, navigation inertielle, imagerie infrarouge et référence au terrain a permis à Storm Shadow d'éviter avec succès les défenses russes. Pour l'armée russe, cette arme hautement spécialisée n'est rien de moins qu'un cauchemar puisqu'elle a déjà été utilisée à plusieurs reprises contre la Russie. 3 des 10 missiles Storm Shadow ont frappé le port de la flotte de la mer Noire à Sébastopol en septembre 2023, portant un coup sévère à la puissance navale russe. La marine russe a été gravement endommagée lorsque les missiles ont frappé le navire de débarquement de classe Rapuchin-Minsk et le sous-marin Rostov-na-Donou. La dévastation a été telle que Minsk a été considéré comme irréparable. L'Ukraine affirme que 62 soldats russes ont également été tués dans cet incident, dont beaucoup se trouvaient à bord du Minsk qui devait partir le lendemain pour une mission de combat. Moins de 10 jours plus tard, au moins 3 missiles Storm Shadows ont frappé le quartier général de la flotte de la mer Noire, tuant 34 officiers russes et en blessant au moins 100 autres, ce qui a porté un nouveau coup catastrophique à l'armée russe. Parmi les morts se trouvaient certains des plus hauts fonctionnaires de Russie. Bien entendu, il ne s'agissait pas d'un accident. L'Ukraine avait délibérément pris pour cible une réunion des dirigeants de la marine russe à Sébastopol. Viktor Sokolov, commandant de la flotte de la mer Noire à l'époque, aurait été l'une des victimes. Les rapports divergent actuellement sur le fait de savoir si Sokolov a été tué ou non lors de l'attaque. Il ne serait pas le premier russe de haut rang à être éliminé par Storm Shadows si c'était le cas. Le chef d'état-major de la 35, armée combinée de Russie, le major général Sergueï Gorachev, a été tué en juin 2023, en grande partie à cause d'un missile Storm Shadow. Notre prochain arrêt est l'attaque la plus catastrophique de Storm Shadow, au cours de laquelle un général russe a également été tué. Cette vidéo se concentre sur l'attaque du 28 novembre. Avant d'examiner cette attaque de plus près, il convient de garder à l'esprit ce qui suit. Il existe de nombreux rapports contradictoires sur cette attaque car elle est encore relativement récente. Nous ferons de notre mieux pour rassembler les rapports les plus fiables pour vous, bien que le brouillard de la guerre soit encore très épais. Le fait que l'Ukraine ait simplement qualifié l'attaque de très réussie et soit restée évasive sur les détails n'aide pas non plus. Les déclarations de Zelensky après l'autorisation des États-Unis de mener des attaques profondes sur le territoire russe sont essentiellement comparables à cela. Le président ukrainien a affirmé que les missiles parlaient d'eux-mêmes. Nous nous appuierons sur une série de rapports pour combler les lacunes. Parlons tout d'abord de la cible de l'attaque du 21 novembre. Selon les rapports, l'attaque visait un poste de commandement défendu de grande valeur, exactement le genre d'installation que les missiles Storm Shadow sont censés détruire. L'ogive de 880 livres de ce missile est en effet conçu pour détruire les installations militaires souterraines et les bunkers fortifiés. Il est donc parfaitement adapté pour frapper les centres de commandement et les dépôts de munitions sur lesquels la Russie a compté pendant la guerre. Et c'est exactement ce qui s'est passé le 20 novembre. De nombreux rapports, dont celui d'un blogueur russe, affirment que le missile a frappé un important centre de commandement dans la région de Koursk. La cible exacte de l'attaque était probablement une installation militaire souterraine à Marino, un village situé à une quarantaine de kilomètres de la frontière ukrainienne et qui avait des liens avec la Russie tsariste. L'administration présidentielle russe aurait été utilisée comme centre de commandement pour les militaires nord-coréens stationnés en Russie. Ces hommes faisaient partie des 50 000 autorisés à attaquer le saillant de 250 miles carrés dans le territoire contrôlé par l'Ukraine afin de reprendre Kaoursk. Comme nous l'avons déjà mentionné, ce n'est pas un hasard si l'autorisation d'attaquer sur le sol russe a été donnée à ce moment-là. Le choix de la cible n'est pas différent
différents. Un fonctionnaire ukrainien a même laissé entendre que cette attaque faisait partie d'une série plus large d'opérations contre des sites nord-coréens dans toute la région de Koursk, mais comme elle a touché le cœur des opérations nord-coréennes dans cette région, cette attaque particulière semble être la plus importante. Le fait que l'Ukraine ait joué le tout pour le tout dans cette attaque ne devrait pas surprendre. Il y avait plus d'un missile Storm Shadow. L'objectif de cette attaque coordonnée, qui comprenait également des missiles et des drones, était de submerger et de confondre les défenses de l'ennemi. Combien de Storm Shadows y a-t-il? Bien que le nombre exact varie, on parle le plus souvent de 10 missiles Storm Shadow, étant donné que chaque missile coûte au moins $1 million américains et n'est utilisé que pour des cibles de grande valeur. Ce chiffre n'est pas négligeable. Un canal Telegram pro-russe, connu appelé Tumeji, affirme que jusqu'à 12 Storm Shadows ont été envoyés dans la région de Koursk. Des images de débris de missiles portant l'inscription voyante Storm Shadow ont même été postées par la station, et certains correspondants de guerre russes ont rapporté avoir entendu au moins 14 explosions, chacune précédée du bruit caractéristique de missiles en approche, ce qui a encore accru la confusion. L'intensité de l'attaque est confirmée par des vidéos Telegram montrant de la fumée noire s'élevant au-dessus d'une zone résidentielle. Mais comment cette attaque a-t-elle été menée ? Selon les estimations, 5 bombardiers ukrainiens Su-24 chacun équipés de 2 Storm Shadows pourraient avoir participé à l'attaque. Selon les rapports, l'armée ukrainienne a modifié ces bombardiers avec une aide extérieure afin de pouvoir lancer les Scalp EG français et les Storm Shadows britanniques. Cette fois-ci, les bombardiers à eux seuls transportaient apparemment 10 missiles Storm Shadow et il est possible que d'autres aient été lancés depuis d'autres plateformes. Le Kremlin a indiqué que la défense aérienne russe avait abattu 2 Storm Shadows mais n'a pas précisé combien avaient été lancés. Et ce n'est pas tout, les systèmes de défense aérienne russes ont également neutralisé 67 véhicules aériens sans pilote et 6 HIMARS selon le ministère de la Défense du pays. Il est néanmoins clair que les forces armées russes n'ont pas été en mesure d'arrêter cet événement majeur qui a apparemment coûté la vie à plusieurs militaires. Selon de nombreux analystes, c'est la cause exacte de cet incident. Comme lors de l'attaque de Storm Shadow en septembre 2023, la cible réelle était un groupe d'état-major de commandement de haut niveau, mais cette fois-ci, des militaires nord-coréens se sont joints aux commandants russes. Faisons le compte des dégâts. L'armée nord-coréenne est en première ligne, bien que les rapports soient contradictoires. On estime généralement que l'attaque a coûté la vie à environ 500 soldats nord-coréens. Dans l'hypothèse où 11 zéro-troupes nord-coréennes auraient effectivement atteint la Russie, les Storm Shadows en ont éliminé environ 5 personnes. Cette attaque ne concernait toutefois pas uniquement les soldats. Comme nous l'avons déjà mentionné, les autorités supérieures étaient la véritable cible. Lors de l'attaque du 20 novembre, un commandant nord-coréen de haut rang aurait été blessé. Selon le Wall Street Journal, des officiels occidentaux ont confirmé les blessures du général, même si les détails sont encore peu nombreux. Il en va de même pour l'identité de ce général. Selon certaines rumeurs, il pourrait s'agir du colonel général Kim Jong-bok, qui était chargé de commander les forces spéciales nord-coréennes stationnées en Russie. Bien que son identité n'ait pas été officiellement révélée, l'Ukraine a précisé une chose: indépendamment de l'identité du plus haut responsable, aucun Nord-Coréen soutenant la Russie ne sera épargné, tout comme les États-Unis. Selon John Kirby, un porte-parole du Conseil de sécurité nationale, toutes les troupes nord-coréennes, du gibier libre et des cibles équitables pour les troupes ukrainiennes, quel que soit leur rang. Les Russes ont apparemment été attaqués et au moins 18 soldats ont été tués et 33 autres blessés. Parmi les morts, il n'y avait pas que de simples soldats, mais aussi des officiers importants des régions militaires du sud et de l'est, directement liés à l'effort de guerre de la Russie en Ukraine. La mort présumée du commandant de la 36, armée combinée, le lieutenant-général Valery Solochuk, a toutefois été la véritable tragédie pour les Russes. Bien que la mort de Solochuk n'ait pas été officiellement confirmée, les rapports de nombreuses sources indiquent qu'il faisait partie des personnes tuées lors de l'attaque. Au moment de la frappe du missile, on pensait qu'il se trouvait sans aucun doute au quartier général. Mais qui est Valery Solochuk? Son histoire dresse toutefois un portrait effrayant de sa complicité dans les opérations militaires belliqueuses de la Russie. Solochuk, né en 1971, a derrière lui une longue carrière marquée par les controverses et les effusions de sang. Il a mené ses forces biélorusses dans une tentative d'encercler la capitale ukrainienne lors de la bataille de Kiev qui s'est déroulée au début de l'invasion russe en février 2022. La 36 armée russe a été repoussée par les forces ukrainiennes, ce qui a entraîné une catastrophe dévastatrice, comme le montre un enregistrement de mai 2022 dans lequel Solochuk menace de tuer ses propres soldats après qu'ils ont désobéi à son ordre d'attaquer. Sa conduite durant cette opération ne lui a guère valu que du mépris de la part de ses subordonnés. Son style de commandement était manifestement plus axé sur l'intimidation que sur l'inspiration, mais Solochuk est actif en Ukraine depuis bien plus longtemps. On sait qu'il a participé à l'invasion de l'Ukraine en 2014
2015 notamment dans la région du Donbass. Beaucoup affirment que ces troupes ont été directement impliquées dans des violations des droits de l'homme contre des civils à cette époque, ce qui est généralement considéré comme l'un des crimes de guerre commis par la Russie dans la phase initiale du conflit. Solochuk était à l'époque responsable de la 7 division aéroportée, chargée du déploiement des soldats et de l'artillerie russe dans l'est de l'Ukraine. Sa participation à l'occupation de l'Ukraine était directement liée à sa promotion ultérieure au rang de lieutenant général, ce qui a consolidé sa réputation de personnage clé dans la guerre d'agression menée par l'armée russe. La perte de Solochuk constitue donc un sérieux problème pour les dirigeants russes. L'Ukraine a montré au monde que les criminels de guerre les plus notoires de Russie ne sont plus au-dessus des lois en supprimant une représentation de leur attaque impitoyable et gratuite. Et cette attaque était précisément cela, la justice, et non la mort des faibles, comme l'a ridiculement prétendu un blogueur russe. Solochuk n'a pas été mentionné dans les communiqués russes sur ce sujet. Poutine a même affirmé qu'aucun commandant n'avait été blessé lors de l'attaque. Poutine a explicitement déclaré qu'il n'y avait pas eu de victimes parmi les cadres et le personnel d'intervention du centre de contrôle. Poutine a poursuivi en disant que la même équipe était toujours responsable de la surveillance efficace des opérations militaires russes visant à détruire et à chasser les unités ennemies de la région de Koursk. Poutine a toutefois reconnu que l'attaque avait fait des victimes. Selon lui, l'attaque et le conflit de défense aérienne qui s'en est suivi ont causé à la fois des décès et des blessures parmi les unités de sécurité périmétrique et le personnel de maintenance. En réalité, Poutine n'a toutefois pas pris ce coup dur à la légère comme on aurait pu s'y attendre. Sa réponse a été rapide et sans équivoque. Poutine a affirmé que les forces armées russes avaient lancé une contre-attaque sur le secteur militaire de l'Ukraine presque immédiatement après l'attaque ukrainienne. Il ne faut pas s'étonner que la Russie ait attaqué à plusieurs reprises le cœur industriel de l'Ukraine à Dnipro et à d'autres endroits afin d'affaiblir les défenses de l'Ukraine. Mais Poutine n'en avait pas fini. Poutine a confirmé le lancement de l'Oreshnik, un nouveau missile hypersonique à moyenne portée, dans une démarche largement rapportée. Poutine a poursuivi en affirmant que les tests de la fusée étaient concluants et qu'elle allait changer les règles du jeu pour la Russie. L'Oreshnik, qui vole à Mach 10, soit environ 7000 miles par heure, serait capable d'attaquer des cibles à une vitesse sans précédent. Poutine affirme qu'il n'existe actuellement aucun système de défense aérienne dans le monde qui soit assez puissant pour intercepter un tel missile. Et comme si cela ne suffisait pas, Poutine a menacé tout le monde. Poutine a ajouté à ces menaces, comme il sait si bien le faire, des représailles nucléaires pour permettre à la Russie d'attaquer des installations militaires dans des pays qui permettraient à l'Ukraine d'attaquer le territoire russe. Il a modifié la politique nucléaire de la Russie. Il a notamment mentionné les États-Unis et le Royaume-Uni, laissant entendre que la Russie pourrait riposter de manière agressive si ces pays déployaient des missiles à longue portée en Ukraine. Cela n'est évidemment pas surprenant puisque Poutine déclare depuis longtemps qu'il considère l'utilisation de missiles à longue portée fournis par l'Occident comme une escalade du conflit. Il a réaffirmé sa position selon laquelle l'Occident avait commencé la guerre en Ukraine et était responsable de sa poursuite après l'attaque du 29 novembre. Poutine affirme que les soldats ukrainiens ne sont pas en mesure d'utiliser eux-mêmes les missiles Storm Shadow. Il a expliqué que les experts savaient très bien que la participation directe de spécialistes militaires des pays producteurs était nécessaire pour l'utilisation de telles armes. En autorisant l'Ukraine à lancer des attaques loin à l'intérieur du territoire russe, Poutine a bien sûr laissé entendre, pas si discrètement, que l'Occident était activement impliqué dans la lutte. Poutine a souvent utilisé cet argument pour justifier son invasion de l'Ukraine, rendant l'Occident responsable de tout, de son agression aux sanctions auxquelles il est actuellement confronté. Il a utilisé cette stratégie du bouc émissaire à plusieurs reprises pour mobiliser le peuple russe et détourner l'attention des défauts de l'invasion. Bien que les avertissements de Poutine puissent sembler effrayants, il y a une erreur fondamentale dans sa stratégie. La plupart de ces menaces sont infondées. Le bruit de sabre russe concernant les armes nucléaires a toujours été minimisé par les représentants des gouvernements occidentaux. Le directeur de la CIA, Bill Burns, a même qualifié Poutine de rustre qui continuerait à l'occasion à faire claquer son sabre. Malgré ces menaces, l'Occident continue de soutenir l'Ukraine sur le plan économique et militaire. Comme l'a exprimé le ministre de la Défense du pays, la Grande-Bretagne a clairement fait savoir que la rhétorique impitoyable de Poutine ne l'empêcherait pas de soutenir l'Ukraine. En effet, la Grande-Bretagne a récemment augmenté son stock d'armes Storm Shadows à Kiev, la première livraison d'armes importante sous le nouveau Premier ministre britannique. Le Kyrgyzstan aurait déjà vu la livraison de dizaines de Storm Shadows à l'Ukraine, selon un rapport de Bloomberg. Le pays a également promis de fournir d'autres armes, ce qui est exactement ce dont l'Ukraine a besoin pour faire une différence décisive sur le champ de bataille. D'autres missiles à longue portée, d'autres missiles Storm Shadows. Mais les missiles Storm Shadows peuvent-ils faire la différence à eux seuls?
La réponse courte est non. Même si les missiles Storm Shadows sont assez efficaces, ils ne peuvent pas à eux seuls changer le cours du conflit, surtout si l'on considère que Moscou a également été active. La Russie a changé d'attitude avant même que l'autorisation de lancer ces missiles ne soit donnée. Les infrastructures critiques, les missiles et les bombardiers ont été déplacés plus loin sur le territoire russe, hors du champ de vision de Storm Shadow. Bien que l'Ukraine soit désormais en mesure d'attaquer jusqu'à 225 bases russes, identifiées par les analystes comme étant à sa portée, l'impact pourrait être limité par les contre-mesures de Moscou. Néanmoins, Storm Shadow présente toujours d'immenses avantages stratégiques. Il oblige les militaires russes à opérer à une plus grande distance, ce qui augmente leurs coûts logistiques et réduit l'efficacité de l'appui aérien et des opérations de commandement. De plus, le défi de défendre un territoire aussi vaste entraîne une surcharge des défenses aériennes russes, créant des points faibles que les drones et autres munitions de l'Ukraine peuvent exploiter. Cette complexité supplémentaire affecte considérablement la capacité de la Russie à gérer son effort de guerre. Dans ce contexte, la question se pose de savoir où l'Ukraine frappera ensuite. Les missiles britanniques Storm Shadows et les missiles américains Attack-MS continueront-ils à mener la danse ou seront-ils complétés par d'autres missiles longue portée avancée? Les missiles Taurus allemands, dont le chancelier Olaf Scholz avait auparavant refusé avec véhémence la livraison, seront-ils soudainement disponibles? Pensez-vous en outre que la Russie répliquera encore plus durement que jusqu'à présent? Partagez vos prédictions et théories dans la zone de commentaires ci-dessous.